incursions se font de plus en plus rares. Les attaques kamikazes sont limitées aux seules victimes que sont les kamikazes elles-mêmes. Nous agissons aussi dans un cadre interallié. Nous agissons en mutualisant nos moyens avec les forces nigérianes. D'autres sont même venus au temps fort de la crise égorger leurs parents parce que leurs parents refusaient de les suivre dans leur idéologie. On est là pour eux. C'est pas ça, les gars? C'est ça, c'est ça. D'accord. Donc, nous, on est là pour eux, nez à nez. Il y a 3 ans, sur le perron de l'Élysée en France, le président Paul Biya du Cameroun déclarait la guerre à la secte islamiste Boko Haram, engageant ainsi ses troupes aux côtés de celles du Tchad, du Niger et du Nigeria, dans une guerre dont les victimes vont se compter par milliers aussi bien du côté civil que du côté militaire. 3 ans plus tard, Vox Africa a choisi de partir sur la ligne de front pour s'enquérir de l'état de la situation actuelle sur le front et bien entendu du moral des troupes des nations engagées dans la guerre. 3 opérations sont en cours actuellement dans l'extrême nord camerounais. L'opération OPS Alpha menée par le bataillon d'intervention rapide des forces camerounaises, l'opération Émergence 4 et bien sûr la force multinationale mixte. Aéroport de Marwa-Salak. L'hélicoptère Mi-17 de l'armée camerounaise, avec à son bord une mission conduite par le colonel Didier Badjek, chef de la division communication du ministère camerounais de la Défense, décolle de l'aéroport de Marwa-Salak à destination de Kolofata, l'une des villes considérées comme martyrs dans la guerre contre la secte islamiste Boko Haram. À bord de l'hélicoptère, en plus du colonel Badjek, 2 autres officiers supérieurs de l'état-major de la 4e région militaire interarmée et le major Marcus de l'armée nigériane. Ce dernier est un officier de liaison car, faut-il le rappeler, la guerre contre Boko Haram est menée par une coalition formée par le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria. La zone d'atterrissage à Kolofata est quadrillée par les hommes de l'opération Alpha. Le périmètre est fortement sécurisé car même si la situation est sous contrôle, les unités maintiennent un niveau d'alerte maximum. Ici, même si on l'annonce fortement affaiblie, la secte islamiste continue à mener des incursions dans la localité et change continuellement de mode opératoire. Aujourd'hui, la plus grosse menace se décline en attentats kamikazes et en la pose d'engins explosifs improvisés. Sous bonne escorte, le cortège prend la direction du centre-ville. La vie ici semble reprendre son cours normal et l'activité économique renaît petit à petit. Les populations qui dans la grande majorité avaient déserté la ville sont de retour, rassurées par la forte présence des hommes de l'opération Alpha. La situation aujourd'hui est complètement opposée à celle qui prévalait ici à la même période l'année dernière. Nous sommes rentrés ici parce que j'espère que le problème est déjà soulagé. Bon, c'est pour cela que nous sommes rentrés dans notre village. Oui. Ce qu'on a ramené l'établissement, on est venu reprendre l'école ici. On est rentré cette année. À quelques mètres, le lycée de Kolofata reprend vie. En cette fin d'après-midi, quelques élèves de terminale bouclent un exercice de mathématiques. Comme la ville, le lycée avait été déserté. Craignant les exactions de la secte, parents et élèves s'étaient alors réfugiés à Moura, à près de 600 km d'ici. Oui, ici on était à Kolofata en 2015 et dès que l'insécurité, selon le problème du Boko Haram, on a quitté Kolofata pour aller continuer les études à Moura. Et plus tard, après quelques années, 2 ans et poussière, et nous sommes revenus. Depuis qu'on est revenu ici, on n'a plus de soucis, on fréquente bien comme les autres. Et selon même le programme, on est presque au même pied d'égalité que certains qui sont dans l'autre côté du Cameroun. La présence des forces de l'opération Alpha qui y ont établi une base est la principale raison du retour de ces populations. Aujourd'hui, cette présence se traduit par un quadrillage de la ville et des patrouilles systématiques quasiment 24 heures sur 24. En plus, la ville, comme toute la zone chrysogène d'ailleurs, est désormais protégée par une tranchée d'une largeur de 3 mètres pour 4 mètres de profondeur. On a su que la sécurité est déjà à Kolofata parce qu'il n'y avait plus les attentats et il y avait assez des armées. Donc, comme on n'entendait plus des coups de fusil, on est donc revenu.
C'est la présence des armées aussi qui nous a fait revenir ici. Et nous sommes vraiment fiers de leur présence. Et moi, quant à moi, on n'a même pas de soucis. Ils viennent seulement faire le tour. On le voit passer à faire aller-retour chaque matin et chaque soir. On est revenu ici depuis la rentrée. Et quant à moi, je suis revenu avant même la rentrée ici à Kolofata. Depuis la rentrée, rien ne s'est passé qui puisse empêcher les élèves de venir à l'école. Donc l'administration et l'armée ont pris suivi. Si rien ne s'est passé, c'est parce qu'ils sont présents. Et même s'ils ne sont pas tout le temps là, mais les choses s'arrangent. Aujourd'hui, le délégué régional des enseignements secondaires était au milieu de nous. Il les a rassurés aussi. Et l'armée qui est là tous les jours nous rassure aussi. Nous pensons que les choses vont aller. Mais la question pour ces élèves, restés longtemps loin des bancs, est celle de la remise à niveau. Certains d'entre eux devront en effet affronter à la fin de l'année les examens nationaux, mais le proviseur se veut rassurant. Pédagogiquement, c'est possible. Ça se fait de façon progressive. Avant de commencer une leçon, on fait d'abord, on remet en place les prérequis, c'est-à-dire les leçons qui n'ont pas été bien suivies. Puisque l'enseignement, c'est une continuité. On remet en place les prérequis et ça permet aux élèves de comprendre les leçons de l'année en cours. Après Kolofata et toujours sous bonne escorte, nous prenons la direction de Amchidé, une autre ville qui a fortement payé le prix fort dans cette guerre. Comme à Kolofata, les populations ici aussi avaient déserté la ville pour échapper aux exactions de Boko Haram. On est parti le 14 octobre, oui, de l'année dernière. Mais c'est par rapport aux filles de Boko Haram qu'ils ont saché ici. Et on a fait, pour le moment, quand nous fuyons ici, il y a les autres qui sont restés ici quand même. Environ, il y a jusqu'à 20 ou 30 comme ça. Des populations qui sont restées ici à Ourodolé, qui n'ont pas fui. Mais cet exil sera de très courte durée. Attachés à leurs terres et fuyant les colibés des localités qui les accueillaient, les populations ont dû revenir ici, aussi encouragées par la présence des forces de défense. On est revenu parce que nous avons... C'est le chez nous et aussi là-bas, nous ne sommes pas à l'aise. Et il y a des injures là-bas qu'on ne sommes pas à l'aise. Par rapport à ça, que nous sommes revenus dans notre village pour rester. Oui, nous sentons en sécurité grâce à nos armées, les BIR. Donc la relation avec eux, donc c'est la collaboration entre nous et eux. S'il y a quelque chose comme des suspects, on les dénonce. Bon, et aussi il y a nos comités de vigilance qui sont en contact avec eux. C'est ça qui nous a fait rester ici. Mais ces populations sont loin d'être passives. Refusant de jouer les victimes expiatoires, elles se sont regroupées en comité de vigilance et apportent un appui non négligeable aux forces de défense auxquelles elles fournissent de précieux renseignements. Toutes les personnes ou des attitudes considérées comme suspectes sont immédiatement signalées et parfois, elles n'hésitent pas à affronter l'ennemi. Les mauvais gens là sont venus nous gâter la ville, on a brûlé les hôpitaux, nos marchandises, nos maisons, nos écoles. Bon, on a vu qu'on a tué encore des frères, on a tué nos parents. Voilà le pourquoi on s'est désigné nous-mêmes qu'on doit lutter avec eux. Dès qu'on voit un suspect, on appelle le camp. Bon, il vient intervenir. Et il y a beaucoup de suspects. Ils viennent avec les kamikazes. Bon, nous, les comités de vigilance surtout, tout ce que vous voyez sont des comités. Bon, dès que tu vois une nouvelle face, bon, c'est obligé qu'on doit le demander d'où viens-tu. Et si c'est un suspect, on l'arrête, on l'amène au camp. Bon, deux fois, il y a les gens qui viennent avec le kamikaze dans la nuit. Voilà le pourquoi. Deux fois, il y a le kamikaze. C'est déjà 3 fois que ça s'est passé ici, dans mon village. Je m'inscris en faux contre cette allégation qui voudrait que la plupart des populations de la région sont favorables à la secte islamiste Boko Haram. J'en veux pour preuve simplement les comités de vigilance qui s'organisent par milliers, sans armes, sans rien, qui auprès des forces vont aller les combattre. Nous avons une banque de données de la part des chefs traditionnels, des leaders religieux, de toutes les populations qui nous disent où ils sont et comment ils font. Parfois c'est les pères
des familles qui dénoncent leurs enfants. Vous avez vu, on a perdu des membres du comité de vigilance. Il y a des milliers d'enfants qui sont sans père, les veuves, les orphelins. Comment dire que tous ceux-là soutiennent Boko Haram? Je crois qu'il y a, ça c'est, à mon sens, c'est méconnaître la réalité. La réalité. Les chefs ont abandonné leur village, carrément. Ils vivent en exil. Les activités agro-pastorales, économiques sont arrêtées complètement. Les écoles sont fermées. Ça arrange qui? On a 200 quelques mille de déplacés internes dans leur pays. Je ne parle pas des réfugiés. Qu'est-ce qu'ils gagnent auprès de cette secte? Ces 2 dernières années, la secte Boko Haram a essuyé de cuisants revers de la part des forces de défense camerounaises et nigérianes et s'est ainsi retrouvé fortement affaibli. Mais le groupe terroriste n'abdique pas pour autant. Incapable de tenir face aux forces sur le terrain, le groupe a modifié son mode opératoire et procède de plus aujourd'hui par infiltration au sein de la population pour des attentats kamikazes et par la pose d'engins explosifs improvisés. Ce nouveau mode opératoire, qui impose une vigilance de tous les instants, rend la collaboration des populations indispensable. Cependant, si la grande majorité des villages ont compris la nécessité vitale de collaborer avec les forces de défense, certains sont encore en marge de cette stratégie par peur de représailles et le payent parfois au prix fort. C'est le cas de Goudéry, localité située à environ 8 km de Kolofata dans le Mayo-Sava, où 11 personnes ont été égorgées par les combattants de Boko Haram dans la nuit du 29 octobre dernier. Cette opération de la secte serait des représailles suite à une opération menée la veille par les éléments de l'armée camerounaise. Il faut d'abord retenir que Goudéry est un village berge. Depuis que nous menons des activités de ratissage dans ce village, on leur a demandé de mettre en place un comité de vigilance. Voici émergence, PC émergence 4. Ils peuvent témoigner. Les ressortissants de ce village ont toujours refusé fournir, mettre en place un comité de vigilance. D'un. De deux, aucune collaboration entre les forces et nous. Alors qu'ils auraient pu gagner en se mettant de notre côté que de se mettre du côté de l'ennemi. La preuve, c'est que l'ennemi, l'OPFOR, est entré discrètement, je le répète encore, discrètement, sans tirer un seul coup de feu pour attirer l'attention des forces qui étaient proches à Cordo, venir commettre leur macabre besoin et repartir tranquillement. Est-ce que vous savez que c'est au petit matin que nous avons été renseignés? Ça veut donc dire que cette population, la population de ce village, est sur une ligne qui ne tient pas avec les forces. Il faut se poser des questions. Ils ont intérêt à collaborer avec les forces qui peuvent... Si quelqu'un, pendant qu'on avait égorgé la première personne, avait pris son téléphone pour appeler à Kolofata ou bien machin, que nous avons été encerclés, il y a des assaillants qui nous prennent en otage ici. Cordes aurait tout de suite intervenu et le résultat ne serait... Et c'est le même mode opératoire qu'ils ont utilisé à Gakara. Même mode opératoire, presque avec le même bilan, alors que Sandawajiri était à côté. Cette attaque de Boko Haram, comme toutes les autres d'ailleurs, est planifiée et lancée à partir du Nigeria, où la secte est établie. Au jour d'aujourd'hui, il n'est identifié aucune base de Boko Haram en terre camerounaise qui ne sert alors que de terrain de combat. Les combattants de la secte font des incursions sur le territoire camerounais, commettent leurs exactions et repartent vers le Nigeria. Tous ces combattants vivent au Nigeria pour le moment. Ils partent de leur point d'appui pour venir faire des exactions et même dans leur village. D'autres sont même venus au temps fort de la crise égorger leurs parents parce que leurs parents refusaient de les suivre dans leur idéologie. Tous les assaillants de cet incident de Goudéry il y a quelques jours sont venus très probablement de Zumbulum, qui est une localité à environ 12 km à partir de la frontière. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'ils sont venus de là et ils sont passés par une localité nigériane qui est juste adossée sur la frontière, appelée Ndaba.
sont entrés au Cameroun, ont fait les 4,5 km entre ce point et Goudéry et ont perpétré leur action. Pour une raison simple, c'est que déjà au Cameroun, on ne vous le dit pas parce que nous sommes Camerounais, d'ailleurs nous sommes tous ici, il n'y a pas de groupuscule constitué Boko Haram. Il y a très probablement des sympathisants, il y a très probablement des relais, mais il n'y a pas de groupe constitué Boko Haram qui soit capable de se structurer au Cameroun, se déployer, faire une action et se réfugier encore sur leur base. Ça n'existe pas. Tous sortent de l'extérieur. Maintenant, nous avons également la conviction, la confirmation des populations même qui ont été victimes. Parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont effectivement dit qu'ils sortaient de Ndaba, de façon globale, et qu'ils sont venus pour se venger parce que un des leurs, en réalité, lui ne fait pas partie des deux qui ont été neutralisés, il fait partie des 4 qui ont été interpellés, mais eux, ils pensent que tous ont été neutralisés. Donc il fait partie de... Un des leurs est un bras droit de Bana Gato, certainement un nom nouveau pour vous, et qui est tout simplement le leader de Boko Haram dans la localité de Ndaba, Zombolum et un certain nombre de villages autour. Mais les incursions de Boko Haram sur le sol camerounais ne se concentrent pas uniquement sur le combat. La secte y fait aussi des descentes pour le ravitaillement de ses combattants en vivres et en médicaments, principalement des psychotropes pour le conditionnement psychologique de ses combattants. Un maillage ferme de la zone permet de temps en temps le démantèlement d'un point de ravitaillement. Nous avons découvert, il y a de cela 2 mois, un marché illicite qui s'était constitué dans une petite forêt de Goudéry. Nous avons eu à monter 2 opérations sur ce petit marché-là, que nous avons eu à détruire. Tout se vendait dans ce marché. Les ustensiles de cuisine volés au Nigeria, dans les casses et machin, tout ça. Et des échanges de troc se passaient au niveau de ce marché. Et ce marché continuait donc à ravitailler illicitement les BH. Et comme ils ont donc vu qu'on a eu à interpeller lors d'une de nos activités encore quelques éléments des leurs, il a donc fallu qu'il puisse faire un raid de représailles sur les villageois, les taxant d'avoir vendu la mèche aux forces, alors qu'il n'en était rien. Les 2 petits-enfants qu'ils ont d'abord envoyés pour se faire ravitailler ont été interpellés avant même d'atteindre Kolofata. Et quand on les a interrogés un peu, ils ont vendu la mèche, c'est pas la population. Avec le Nigeria voisin, nous avons affiné nos moyens. S'adressant au corps diplomatique accrédité au Cameroun lors de la présentation des vœux en janvier 2015, le président Paul Biya avait alors présenté la secte Boko Haram comme une menace globale qui nécessitait une riposte globale. Cette dernière se traduit sur le terrain par la présence des différentes forces placées sous la bannière de 3 opérations conjointes sous la coordination du général commandant la 4e région militaire interarmée, Jérémy Ndjonkep. D'abord l'opération Alpha, menée par le bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de l'armée camerounaise dont le PC est à Salak. Ensuite, l'opération Émergence 4, menée par la 4e région militaire interarmée et qui regroupe les différentes forces de l'armée camerounaise dont le PC est à Maroua. Enfin, le secteur 1 de la force multinationale mixte dont le PC est basé à Moura. Toutes ces opérations coopèrent en bonne intelligence et marquent ainsi la parfaite interopérabilité entre les différentes forces. Mais il faut surtout relever ici la parfaite collaboration entre les forces de défense camerounaises et nigérianes avec des officiers de liaison de part et d'autre, le partage des renseignements et des opérations conjointement menées sur l'un ou l'autre des 2 territoires. Puisqu'on travaille dans un cadre interallié, tout de suite, il y a aussi un intégrateur, le commandant Marcus avec le Nigeria. C'est la clé pour coordonner les opérations. Je vois là présent le colonel Dubir qui est là, vous voyez, comme officier de liaison dans l'opération que nous sommes, Émergence 4. C'est ça, tout ceci permet de tuiler, si on peut dire, nos opérations, de sorte qu'il n'y ait pas, j'allais dire, des juxtapositions malencontreuses, ou alors des superpositions inappropriées. Cela peut générer des dégâts collatéraux insoupçonnés. Donc, c'est des garde-fous qu'on met à côté du ZAL pour qu'on soit sûr que les choses se passent comme cela a été planifié.
The decision was taken between two countries to exchange liaison officers. As I'm here as a Nigerian liaison officer in Operation Emergency 4, we also have a Cameroonian liaison officer in Operation Lafayette, who is a lieutenant colonel from here. We share intelligence, we plan operations together, and the exchange of the liaison officer has made it possible for our troops deployed along the border lines to be talking to each other, and they have also been visiting each other constantly. They are always in touch. If there's anything that is happening around the border area, we are always in contact. As I said, we have been planning operations together. Even last week, troops of 152 Battalion in Banki conducted a joint operation with your troops in Mora. Cette riposte globale permet de cerner efficacement la menace, car contrairement à ce qu'on pourrait être tenté de croire, Boko Haram est une organisation plutôt bien structurée, aussi bien sur le plan logistique que tactique. Qui ont suivi, sont partis dans Boko Haram pour combattre, soit pour être, qui ont été recrutés par Boko Haram. Il y a plusieurs emplois. Et ça, je voulais vous dire, il y a des hommes de corvée, il y a des vrais combattants, il y a des marabouts, il y a des féticheurs, mais surtout, il y a des pourvoyeurs logistiques. Il y a plusieurs métiers dans BH et qui sont des métiers de combat. Je souhaiterais que vous compreniez, ce n'est pas un truc, ce n'est pas un bloc, ce n'est pas monolithique. Donc, leur valeur au combat dépend justement de l'intégration de ces capacités-là. Les capacités logistiques, tout comme une armée, des capacités de renseignement, tout comme une armée, des capacités d'attrition, c'est-à-dire ayant des forces capables de porter un coup, tout comme une armée, mais ils ont aussi des unités spéciales. Parce que qu'est-ce qu'un kamikaze qu'une unité spéciale? Qu'est-ce qu'un poseur d'engins explosifs? C'est des forces qu'on peut qualifier de spéciales, entre guillemets. Je souhaiterais que vous gardiez cette armature et cette structure de Boko Haram en ce qui concerne son ordre de bataille, comme on dit dans l'armée. Boko Haram a un ordre de bataille qu'il faut bien cerner pour pouvoir comprendre après ce que je veux vous dire, que nous agissons en combinant l'action militaire, mais aussi des actions militaires d'influence dans la profondeur de Boko Haram. Question d'arriver à désarmer moralement les Boko Haram. Parce qu'ils ont des ressorts idéologiques, ils ont des ressorts financiers sur lesquels nous pouvons agir en multiplication des actions sur leurs ressources matérielles, c'est-à-dire armes, positions de combat et autres. Nous sommes ici au camp de base de l'opération Alpha à Kolofata. Les hommes se préparent pour une opération très spéciale. Sous la conduite de leur chef, le lieutenant-colonel Francis Nkoela, commandant Bir Sud, ils vont procéder au transfèrement à l'armée nigériane d'une dizaine de combattants nigérians de Boko Haram, interpellés lors de différentes opérations. Le jeune et brillant officier est rompu à ce type d'opération. Nous allons à une mission de patrouille de routine. Malgré que nous soyons en train d'entrer progressivement dans la phase de la stabilisation, il est quand même important que nous maintenions notre présence sur le terrain, de manière à rassurer d'abord la population, de manière à continuer à dissuader l'ennemi à vouloir disposer de notre zone d'action en toute liberté. Même si la situation est sous contrôle, l'officier et ses hommes ne se fient pas au calme apparent et l'opération va se dérouler sous vigilance maximale. Même si la zone semble pacifiée,
Les soldats, eux, savent que la menace n'est pas complètement écartée et que le danger peut surgir à tout moment. Ils se préparent en conséquence. Nous avons, le moment où je vous parle, une intervention de l'opération Alpha qui est non loin de la frontière, qui est descendue il y a 1 heure environ pour courir après Boko Haram qui a tenté une incursion dans la localité de Goudéry. Il y a eu un fort bilan. Nous pensons que la guerre n'est pas terminée. Il y a le phénomène de reddition qui a cours, mais au même moment, nous restons vigilants pour ne pas être surpris par l'ennemi. L'escorte est à la hauteur de la prudence de l'officier. Un blindé ouvrant la voie pour parer à un éventuel engin explosif sur l'itinéraire, le lieutenant-colonel Nkoila et ses hommes prennent la route de Amchide où ils feront jonction avec leurs homologues nigérians pour le transfert des prisonniers. Une fois sur le site et que le périmètre est sécurisé, le transfert peut s'effectuer, mais la tension est palpable et les soldats sont en état d'alerte maximale. C'est le major Marcos, Olivier de liaison nigériane, détaché auprès du commandant de la 4e région militaire qui réceptionne des prisonniers. Il faut noter que ce type d'échange est récurrent entre les deux armées, matérialisant ainsi la franche collaboration entre les deux pays. They are coming from headquarters 152 battalion in Banki. They came here to see what you are here for and at the same time to interact with their counterpart. We have been carrying out both ground operation, air operation. We join forces together, equipment together to conduct offensive action against Boko Haram, both in Nigerian soil and on Cameroon soil. Le colonel a la charge de coordonner nos deux opérations, tant au niveau des partages du renseignement qu'au niveau, j'allais dire, du séquençage des opérations, en territoire camerounais qu'en territoire nigérian. Il n'y a aucune limite entre nos deux opérations. Elles sont franchement ouvertes et il est capable tout de suite de toucher le général des divisions nigériennes en charge des opérations, soit pour dire est-ce que tel groupe ou tel objectif aperçu, l'identification est-elle camerounaise ou nigériane, ou alors cet objectif est-il ennemi? Excusez-moi. C'est pareil. De notre côté, je suis capable de demander au général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, d'autoriser une opération transfrontalière camerounaise en territoire nigérian. Donc nous croisons nos deux états-majors à travers ces deux interfaces, parce que nous aussi au Nigeria, nous avons le même répondant, c'est-à-dire on a un officier colonel, officier de liaison auprès de l'opération Lafiadolé. Je dis ça pour que vous mesurez quel est le niveau d'interopérabilité des deux opérations, tel que voulu par nos autorités politiques. Comme on peut le voir, ces prisonniers sont jeunes, à peine sortis de l'adolescence. Pour Boko Haram, ils servent entre autres d'éclaireurs, d'agents de ravitaillement, mais aussi de boucliers humains. Ils ont été interpellés à la suite de différentes opérations de ratissage menées par les hommes de l'opération Alpha. Nous sommes ici à Amchide devant le camp militaire du Bir et nous sommes venus transférer ces combattants Boko Haram qui ont été récemment interpellés sur le terrain à nos amis de la force armée nigériane de Banki. Une partie de ces combattants a été interpellée lors d'une incursion, la dernière incursion qui a eu lieu à la localité camerounaise de Goudéry, à 2,5 km de la frontière avec le Nigeria. Et à la suite de l'intervention des forces de l'opération Alpha, certains naturellement ont pu s'échapper, mais d'autres ont pu être interpellés par nos forces et ils font partie de cela. D'autres étaient interpellés lors d'une opération de ravitaillement logistique de Boko Haram à Kouloufata et une de nos embuscades a permis de les intercepter pendant leur repli. Le transfert de ces prisonniers obéit au respect du droit international humanitaire et aux règles de comportement et d'engagement auxquelles les soldats sont soumis. Ils seront remis à la justice nigériane et seront jugés selon les lois en vigueur dans leur pays. La procédure se déroule conformément aux règles qui sont prévues par le code de procédure pénale. Et moi je crois que au rang de ces différentes dispositions qui encadrent la procédure et qui sont contenues dans le code de procédure pénale, nous avons le principe de la présomption d'innocence qui doit en tout temps prévaloir.
la présomption d'innocence qui, en même temps, a son corollaire que nous connaissons, dit que le droit de la défense, qui est un droit sacré. Nous quittons Kolofata et son calme apparent pour nous rendre dans une zone encore fortement conflictuelle, tenue, elle, par les forces de l'opération Émergence 4. L'axe que nous allons emprunter, reliant Mozogo à Gousdavriket, est réputé être l'un des plus dangereux et pour cause, plusieurs soldats y ont laissé la vie. Soucieux de notre sécurité, le chef de bataillon Vivien Mongapse, qui tient cette base, nous enjoint d'abandonner nos véhicules considérés comme légers et vulnérables en cas d'attaque. Nous parcourrons l'itinéraire à bord de 2 véhicules blindés pour un parcours du combattant qui vous conduit à ce que les soldats eux-mêmes appellent l'enfer. À partir de notre niveau, tel que vous avez vu, ça c'est l'axe qui a été miné depuis 2000 jusqu'à 2016. Personne n'utilisait, c'est tout récemment qu'on a pu encore ouvrir l'axe et on la pratique déjà parce qu'on a perdu plus de 8 BJ sur cet axe. Les 2 que vous avez trouvés là sont les dernières qui seront tombés sur les explosifs. Perdu au milieu de nulle part, Gousdavriket est pourtant stratégique dans le dispositif de défense de l'opération Émergence 4. En effet, derrière ces collines sont tapis des centaines de combattants de Boko Haram qui observent les mouvements des troupes camerounaises et planifient ainsi leurs attaques, des embuscades et la pose d'engins explosifs improvisés. Nous sommes ici à Gousdavriket, poste de détachement 42e BIM. Oui, dernier poste qui fait face au groupe rebelle Boko Haram, qui sont juste derrière nous dans les monts. Donc vous allez matérialiser plus tard. Le sommet là, ça c'est déjà le Nigeria, tel que vous voyez là. Mais les sommets que vous voyez, juste devant nous là, oui, c'est occupé par les Boko Haram. Et comme c'est déjà le Nigeria, sans l'autorisation, nous ne pouvons pas y aller. Bon, on défend fermement notre frontière et on attend, lorsqu'il y a attaque, on reposte sur ce plan-là. Le Cameroun en général n'a jamais entretenu des velléités d'ingérence, que ce soit militaire de toutes sortes. Et là, c'est un peu ce que les forces de défense, nous contentons de défendre le territoire national. Mais je dois vous dire que lorsque on sent qu'il y a des positions ennemies, eh bien, nous faisons ce qu'on appelle des tirs d'anticipation, des tirs offensifs d'anticipation. Et ça se fait souvent, et ça a un profil, je veux dire, dissuasif. Et lorsque ils se rendent compte que, attention, le coin est tenu et ils s'aventurent très peu ici. C'est pour ça qu'ils ne peuvent que user par des méthodes asymétriques, disséminer des engins explosifs improvisés ou alors procéder par des incursions de kamikazes. Et vous avez vu un peu la disparité des habitations. Si jamais on vient de l'autre côté de la montagne pour assassiner quelques villageois par pure lâcheté, eh bien ils peuvent réussir. Mais de plus en plus, on réussit à les contenir. Et je crois que d'ici quelques temps, cette menace sera totalement diluée. C'est ici à Gousdavriket que nous allons réellement prendre le pouls du moral des troupes. En effet, les jeunes soldats que nous trouvons dans cet enfer ont chacun fait de la sauvegarde du territoire national une affaire personnelle. Pour en découdre avec la nébuleuse islamiste, ils sont prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême. Pour nous, c'est de l'amusement. Et quand il ne vient plus, nous on n'est plus même contents. On veut qu'il continue à venir et qu'on se sent vraiment vivre parce que on se dit l'homme se sent plus à l'aise quand il met en jeu franchement ce qu'il apprend. Nous on a appris à tirer et à abattre le Boko Haram. On est là pour eux. C'est pas ça les gars? C'est ça, c'est ça. D'accord. Donc nous on est là pour eux, nez à nez. Donc, on est là qui multiplie les attaques, nous on les attaque. Mais la mission essentielle que l'on va dire, c'est de défendre fermement l'intégrité du territoire, c'est-à-dire être à mesure de repousser toute velléité offensive
de l'ennemi. Et vous voyez un peu le moral que ces hommes ont, étant pratiquement seuls dans ce périmètre, malgré tout, vivant tout seuls, eh bien on sent quelle est l'abnégation que ces éléments ont. Et vous avez vu tout à l'heure quelle est la coordination qui existe entre le centre opératif de commandement et les éléments qui sont disséminés sur tout le territoire, sur toute la zone d'action. Donc c'est une mission qui est essentielle, hein, d'empêcher à ce qu'il y ait des incursions dans le territoire. Tout récemment, l'armée camerounaise a fait l'objet d'accusations de la part d'Amnesty International et de International Crisis Group. Les deux ONG accusent des soldats d'exactions sur les populations à travers des interrogatoires parfois musclés et le non-respect des droits de l'homme dans le traitement des prisonniers. Tout à l'heure à Mozogo, vous avez vu tout un village où on a recueilli ces gens de Boko Haram qui nous ont dit, d'autres qu'on se connaît même dans des différents combats, on s'est revus et ils sont venus, s'est rendus, on les a conduits dans ce centre où on les garde là-bas en attendant que ces mêmes gens de HCR viennent les récupérer pour les créer des sites tels que vous avez vu tout à l'heure là. Donc on dit qu'on les maltraite ou bien, moi je pense que ça sera être ingrat de leur part. La nuit tombe sur Gousse d'Afriquette et la tension monte. Nous devons repartir. L'obscurité est favorable aux attaques de Boko Haram. Les soldats redoublent de vigilance. Le commandant tient à nous ramener sains et saufs à bon port, car la nuit dans cette zone enclavée est impitoyable. De nuit, la circulation est d'ailleurs interdite dans toute la contrée. C'est un axe qui est réputé comme étant extrêmement dangereux et qui nous a causé les pires des attritions depuis que le combat de Boko Haram existe. Pollué, n'est-ce pas, de dangers explosifs improvisés. C'est pas donné à n'importe qui de partir de Mozogo jusqu'à Gousse d'Afriquette. Je tiens déjà à vous rappeler qu'il s'agit là d'un axe, tel que le colonel l'a dit, très dangereux. Sinon, c'est l'axe le plus dangereux de notre dispositif, étant donné qu'il est situé au pied du mont Mandara. Et au-dessus du mont Mandara se trouve ce qu'on appelle donc les Boko Haram. Pour ne rien vous cacher, sachez que pendant qu'on passait, ils nous voyaient. Ça c'est sûr, j'en suis sûr. La situation actuelle, c'est vrai. Il est dit que la situation est calme. Pour ma part, je vais dire que ce calme-là est très trompeur. J'en veux pour preuve une certaine période. On a passé environ une semaine à 10 jours. On ne sentait absolument rien. On se disait certainement c'est calme. Mais quand ça a repris, l'attrition a été intense. On a vécu beaucoup de morts, que ce soit du côté des forces de défense comme des populations. Donc pour moi, je trouve que le calme est précaire. Au besoin même, je peux dire qu'il est trompeur. C'est avec soulagement que nous regagnons Mozogo, conscients que nous venons de frôler le danger au plus près, mais surtout admiratifs du courage et de la bravoure des soldats. Le moral, il est comme il est au très bon fixe. Vous savez, les hommes avec qui je travaille, c'est des hommes qui savent ce qu'ils ont à faire sur le terrain. Les difficultés, ils les bravent, que ce soit les difficultés d'ordre physique, que ce soit les difficultés d'ordre naturel, ils sont habitués et puis c'est leur devoir. Cependant, depuis quelques semaines, la guerre a pris une autre tournure. Sans doute à cause de l'affaiblissement de leur organisation, plusieurs combattants de la secte se rendent. Une cinquantaine d'entre eux sont ainsi détenus pour exploitation au camp de base de la force multinationale mixte à Moura. Mais ces défections de terroristes donnent un nouveau relief à la guerre. La situation, elle est vraiment à l'apaisement, elle est sous contrôle. Nous sommes en train d'initier une activité nouvelle. Parce que depuis un certain temps, nous avons des BH, ou des anciens BH, ou des supposés BH qui reviennent. C'est une opération de reddition. Nous en avons un bon nombre qui sont aujourd'hui à Moura, au niveau de la force multinationale, en exploitation. Donc c'est une grande première. Ça a eu lieu au Niger, au Tchad, un peu partout, mais au Cameroun, nous avions tenté à un moment donné, ils avaient peur et tout, mais je crois que désormais c'est déjà parti, parce qu'il y en a qui reviennent avec les armes. Et la stratégie d'exploitation que nous utilisons va nous permettre encore davantage de faire revenir beaucoup. C'est dire que vraiment la guerre a pris un tournant. L'enjeu était de pouvoir jouer sur ces deux leviers, le levier de l'action militaire
et les leviers des opérations militaires d'influence. Endoctriner un citoyen pour qu'il devienne un terroriste, c'est quelque chose qui est très savant. C'est pour cela qu'après, il faut mettre en place, après cette phase militaire, des instruments qui vont consister à désarmer aussi, des instruments savants pour faire finalement de ce repenti quelqu'un qui peut être demain réinséré dans sa communauté. À ce moment-là, effectivement, d'autres secteurs ou alors d'autres acteurs rentrent en ligne de compte, et le tout sous l'action des autorités politiques, des autorités administratives. Nous savons d'où ils viennent, qui l'ont côtoyé et comment Boko Haram opère. La première phase consiste à déradicaliser, à faire un lavage de cerveau. Vous savez, c'est des gens à qui on a dit le paradis est là et tout et tout. Plus vous tuez les gens, plus vous montez en grade. Donc, ils ont un autre domaine de définition que celui que vous et nous avons. Donc, il s'agit dans un premier temps de les déradicaliser, de les ramener au stade où ils étaient avant d'avoir pris contact avec la secte. Là, il y a des spécialistes en la matière. C'est pour ça, en cela que je dis que nous tendons la main vers la hiérarchie. Présentement, c'est de les caserner, les embrigader et savoir est-ce qu'ils ont eu à manipuler, à manier les armes, est-ce que comment ça s'est passé et tout, progressivement. Certainement, nous attendons la hiérarchie, à un moment donné, va nous envoyer des experts en la matière, des psychologues, des psychiatres, que sais-je encore, des médecins, pour voir comment. C'est comme un enfant qui a pris goût à la drogue et autres. Il y a des procédures pour purifier et tout. Donc c'est un long processus, mais ailleurs, ça se passe bien. Au Niger, dans la région de Difa, dans la région du lac Tchad, il y en a qui sont revenus au meilleur sentiment et qui ont renoué avec les activités d'antan, l'agriculture, l'élevage, l'école. Et ils regrettent amèrement les actes qu'ils ont posés. Donc c'est à cela que nous allons. À côté des repentis, il y a également ceux qui, pendant des mois et même des années pour certains, ont été otages de la secte. Nous rencontrons quelques-uns d'entre eux dans un camp de fortune aménagé à la sous-préfecture de Mozogo. Ils sont ici depuis le 2 février de l'année en cours. Le camp renferme, ou le lieu de cantonnement renferme en son sein un effectif de 387 âmes, femmes, hommes et enfants confondus. Elles sont arrivées en vagues successives suite aux frappes de l'armée nigériane dans les localités de Tchénéné et de Poulka. À la suite de ces frappes donc, la secte était en débandade. Je pense que c'est ce qui a pu justifier leur retour. 2 enquêtes ont été menées, elles ont été conduites à leur terme et nous avons constaté que tous sont Camerounais, il n'y a aucun étranger. Et tous sont originaires des villages du canton de Moscota. Le sous-préfet de Mozogo se voit ainsi contraint de faire face à ce flux sans cesse croissant d'ex-otages auquel il faut ajouter les déplacés. Ici, ils sont plusieurs, les femmes surtout, dont les maris sont soit morts, soit enrôlés par Boko Haram. La prise en charge de toutes ces personnes nécessite de moyens importants. S'agissant de leur prise en charge, au départ, ce n'était pas facile. Nous avons tenu des réunions de crise à l'effet d'inviter, de convier, de faire appel aux âmes de bonne volonté dans l'optique de nous permettre d'alimenter ces hommes qui avaient besoin d'être mis en confiance, qui avaient besoin d'être traités comme des Camerounais qui ont été pris en otage et libérés. Nous avons reçu de la hiérarchie
l'instruction d'assurer leur encadrement sur tous les plans. Ils seront là jusqu'à ce que le gouvernement ait trouvé un meilleur site qui puisse les accueillir, qui puisse permettre aux enfants qui sont en âge scolaire, ils sont 157 très exactement, qu'ils puissent trouver des établissements scolaires prêts à les accueillir. Et dans la même foulée, des structures sanitaires capables d'assurer leur prise en charge en cas de maladie. Force est de constater que la guerre n'est pas que militaire. Les enjeux de ce conflit vont bien largement au-delà de l'affrontement armé. Car aujourd'hui, les guerres ne se gagnent plus au combat. La victoire se matérialise à travers la capacité à pacifier une zone de conflit et à redonner un rythme de vie quasi normal aux populations meurtries par les combats. L'un des enjeux ici sera notamment de ramener les populations dans leurs villages respectifs et d'y assurer des conditions viables. C'est des communautés qui vivent essentiellement l'agriculture. Imaginez leur situation en déplacés intérieurs ou alors réfugiés au Nigeria. Ils vont être finalement en train de s'accommoder de l'aide humanitaire. Or, l'aide humanitaire, je suis désolé de le dire, n'a jamais permis le développement. C'est même un piège. Donc il est intéressant pour nous que très vite, nos populations quittent cette précarité et reviennent dans leur communauté ou dans leur milieu où ils peuvent reprendre l'agriculture et ils peuvent scolariser leurs enfants, comme c'était auparavant. C'est la clé pour permettre donc ce qu'on appelle la reconstruction. C'est l'étape qui est maintenant en ligne de mire, l'étape de la reconstruction. Les prochains enjeux de notre guerre, c'est justement reconsolider nos populations dans leur milieu, mettant en valeur la valeur ajoutée de la sécurité que nous venons leur apporter depuis que nos résultats militaires s'embellissent, s'améliorent de plus en plus. Et ça aussi, c'est un enjeu que les forces doivent gagner. Et ça demande du temps. Ça demande du temps. Pourquoi? Parce que nous sommes tributaires de plusieurs facteurs qui sont non strictement militaires. Par exemple, comment allons-nous aller très vite afin de faire venir les Lamibé, les Blama et les notables de Limani, de Kerawa, de Amchide, qui aujourd'hui sont, entre guillemets, exilés dans d'autres localités. Comment allons-nous faire si on n'arrive pas à interagir, faire des consultations comme on l'a fait hier à Mora, rassurer ces chefs, revoir le mode de notre présence militaire sur le terrain, de sorte que ces chefs puissent être sûrs que du fait qu'ils sont venus et qu'ils sont protégés, les populations déplacées peuvent revenir aisément. Et comment arriver même à créer ces conditions lorsqu'on sait qu'il y a des villages entiers dont la composante sociologique à 90% représente des déplacés? Comment faire pour que ceux-là, les villages envahis, ou les villages qui ont été hôtes et qui ont accueilli hier, puissent retrouver leur propre population? Vous voyez qu'il y a un effet d'interaction sur le théâtre qui demande du temps. Mais sur la finalité, nous sommes sûrs que nous sommes en train d'aller vers le retour à la paix. Nous sommes dans la phase de transition, je peux vous l'affirmer, nous sommes dans la phase de transition à l'heure qu'il est. Comme on a coutume de le dire, la guerre, on sait quand elle commence, mais bien malin qui peut dire quand elle s'achève. Voici 3 ans déjà que les forces de défense camerounaises sont engagées dans cette guerre contre Boko Haram. Notre voyage sur la ligne de front nous a permis d'apprécier le professionnalisme de cette armée ainsi que le courage et la bravoure des soldats.
On a également pu mesurer le niveau de résilience des populations dont la collaboration est extrêmement précieuse, voire indispensable pour la bonne tenue des opérations militaires. Mais au-delà de la victoire par les armes, il faut redonner vie à cette région meurtrie par le conflit, redynamiser l'activité économique à travers la relance des secteurs agricoles et pastoraux, recaser les populations déplacées, déradicaliser et réinsérer les ex-combattants, désenclaver, pacifier et sécuriser toute la région, voilà quelques-uns des défis auxquels le Cameroun doit faire face. Et au vu de ces derniers, on peut dire sans gros risque de se tromper que la guerre est encore longue. Et c'est le même mode opératoire qu'ils ont utilisé à Gakara. Même mode opératoire, presque avec le même bilan, alors que Sandawajiri était à côté. Cette attaque de Boko Haram, comme toutes les autres d'ailleurs, est planifiée et lancée à partir du Nigeria, où la secte est établie. Au jour d'aujourd'hui, il n'est identifié aucune base de Boko Haram en terre camerounaise qui ne sert alors que de terrain de combat. Les combattants de la secte font des incursions sur le territoire camerounais, commettent leurs exactions et repartent vers le Nigeria. Tous ces combattants vivent au Nigeria pour le moment. Ils partent de leur point d'appui pour venir faire des exactions et même dans leur village. D'autres sont même venus au temps fort de la crise égorger leurs parents parce que leurs parents refusaient de les suivre dans leur idéologie. Tous les assaillants de cet incident de Goudéry, il y a quelques jours, sont venus très probablement de Zumbouloum, qui est une localité à environ 12 km à partir de la frontière. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'ils sont venus de là et ils sont passés par une localité nigériane qui est juste adossée sur la frontière, appelée Ndaba. Ils sont entrés au Cameroun, ont fait les 4 km et demi entre ce point et Goudéry et ont perpétré leur action. Pour une raison simple, c'est que déjà au Cameroun, on ne vous le dit pas parce que nous sommes Camerounais, d'ailleurs nous sommes tous ici, il n'y a pas de groupuscule constitué Boko Haram. Il y a très probablement des sympathisants, il y a très probablement des relais, mais il n'y a pas de groupe constitué Boko Haram qui soit capable de se structurer au Cameroun, se déployer, faire une action et se réfugier encore sur leur base. Ça n'existe pas. Tous sortent de l'extérieur. Maintenant, nous avons également la conviction, la confirmation des populations même qui ont été victimes. Parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont effectivement dit qu'ils sortaient de Ndaba, de façon globale, et qu'ils sont venus pour se venger parce qu'un des leurs, en réalité, lui, il ne fait pas partie des deux qui ont été neutralisés, il fait partie des 4 qui ont été interpellés, mais eux, ils pensent que tous ont été neutralisés. Donc il fait partie de... Un des leurs est un bras droit de Banda Gato, certainement un nom nouveau pour vous, et qui est tout simplement le leader de Boko Haram dans la localité de Ndaba, Zumbouloum et un certain nombre de villages autour. Mais les incursions de Boko Haram sur le sol camerounais ne se concentrent pas uniquement sur le combat. La secte y fait aussi des descentes pour le ravitaillement de ses combattants en vivres et en médicaments, principalement des psychotropes pour le conditionnement psychologique de ses combattants. Un maillage ferme de la zone permet de temps en temps le démantèlement d'un point de ravitaillement. Nous avons découvert, il y a de cela 2 mois, un marché illicite qui s'était constitué dans une petite forêt de Goudéry. Nous avons eu à monter 2 opérations sur ce petit marché-là, que nous avons eu à détruire. Tout se vendait dans ce marché. Les ustensiles de cuisine volés au Nigeria, dans les casses et machin, tout ça. Et des échanges de troc se passaient au niveau de ce marché. Et ce marché continuait donc à ravitailler illicitement les BH. Et comme ils ont donc vu qu'on a eu à interpeller lors d'une de nos activités encore quelques éléments des leurs, il a donc fallu
qu'il puisse faire un raid de représailles sur les villageois, les taxant d'avoir vendu la mèche aux forces alors qu'il n'en était rien. Les 2 petits-enfants qu'ils ont d'abord envoyés pour se faire ravitailler ont été interpellés avant même d'atteindre Kolofata, et quand on les a interrogés un peu, ils ont vendu la mèche, c'est pas la population. Avec le Nigeria voisin, nous avons affiné nos moyens. S'adressant au corps diplomatique accrédité au Cameroun lors de la présentation des vœux en janvier 2015, le président Paul Biya avait alors présenté la secte Boko Haram comme une menace globale qui nécessitait une riposte globale. Cette dernière se traduit sur le terrain par la présence des différentes forces placées sous la bannière de 3 opérations conjointes sous la coordination du général commandant la 4e région militaire interarmée, Jérémy Ndjonkep. D'abord l'opération Alpha, menée par le bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de l'armée camerounaise dont le PC est à Salak. Ensuite, l'opération Émergence 4, menée par la 4e région militaire interarmée et qui regroupe les différentes forces de l'armée camerounaise dont le PC est à Maroua. Enfin, le secteur 1 de la force multinationale mixte dont le PC est basé à Moura. Toutes ces opérations coopèrent en bonne intelligence et marquent ainsi la parfaite interopérabilité entre les différentes forces. Mais il faut surtout relever ici la parfaite collaboration entre les forces de défense camerounaises et nigérianes avec des officiers de liaison de part et d'autre, le partage des renseignements et des opérations conjointement menées sur l'un ou l'autre des 2 territoires. Puisqu'on travaille dans un cadre interallié, tout de suite, il y a aussi un intégrateur, le commandant Marcus Avril du Nigeria. C'est la clé pour coordonner les opérations. Je vois là présent le colonel Dubir qui est là, vous voyez, comme officier de liaison dans l'opération que nous sommes, Émergence 4. C'est ça, tout ceci permet de tuiler, si on peut dire, nos opérations, de sorte qu'il n'y ait pas, j'allais dire, des juxtapositions malencontreuses, ou alors des superpositions inappropriées. Cela peut générer des dégâts collatéraux insoupçonnés. Donc, c'est des garde-fous qu'on met à côté du ZAL pour qu'on soit sûr que les choses se passent comme cela a été planifié. Nigerian liaison officer in emergency 4. The decision was taken between 2 countries to exchange liaison officers. As I'm here as a Nigerian liaison officer in Operation Emergency 4, we also have a Cameroonian liaison officer in Operation Lafayette, who is a lieutenant colonel from here. We share intelligence, we plan operations together, and the exchange of the liaison officer has made it possible for our troops deployed along the border lines to be talking to each other, and they have also been visiting each other constantly. Pour échapper aux exactions de Boko Haram. On est parti le 14 octobre, mais, oui, de l'année dernière. Mais c'est par rapport aux filles de Boko Haram qu'ils ont saché ici. Et on a fait, pour le moment, quand nous fuyons ici, il y a les autres qui sont restés ici quand même. Environ, il y a jusqu'à 20 ou 30 comme ça, des populations qui sont restées ici à Ourodolé, qui n'ont pas fui. Mais cet exil sera de très courte durée. Attachés à leur terre et fuyant les colibés des localités qui les accueillaient, les populations ont dû revenir ici, aussi encouragées par la présence des forces de défense. On est revenu parce que nous avons... C'est le chez nous et aussi là-bas nous ne sommes pas à l'aise. Et il y a des injures là-bas qu'on ne sommes pas à l'aise. Par rapport à ça que nous sommes revenus dans notre village pour rester. Oui, nous sentons en sécurité grâce à nos armées, le BIR. Donc la relation avec eux, donc c'est la collaboration entre nous et eux. S'il y a quelque chose comme des suspects, on les dénonce. Bon, et aussi, il y a nos comités de vigilance qui sont en contact avec eux. C'est ça qui nous a fait rester ici. Mais ces populations sont loin d'être passives. Refusant de jouer les victimes expiatoires, elles se sont regroupées en comité de vigilance et apportent un appui non négligeable aux forces de défense auxquelles elles fournissent de précieux renseignements. Toutes les personnes ou des attitudes considérées comme suspectes sont immédiatement signalées et parfois, elles n'hésitent pas à affronter l'ennemi.
Les mauvais gens là sont venus nous gâter la ville, on a brûlé les hôpitaux, et nos marchandises, nos maisons, nos écoles. Bon, on a vu qu'on a tué encore des frères, on a tué nos parents. Voilà le pourquoi on s'est désigné nous-mêmes qu'on doit lutter avec eux. Dès qu'on voit un suspect, on appelle le camp. Bon, il vient intervenir. Et il y a beaucoup de suspects. Ils viennent avec les kamikazes. Bon, nous, les comités de vigilance surtout, vous, tout ce que vous voyez sont des comités. Bon, dès que tu vois une nouvelle face, bon, c'est obligé qu'on doit le demander d'où viens-tu. Et si c'est un suspect, on l'arrête, on amène au camp. Bon, deux fois, il y a les gens qui viennent avec le kamikaze dans la nuit. Voilà le pourquoi. Deux fois, il y a le kamikaze. C'est déjà 3 fois que ça s'est passé ici, dans mon village. Je m'inscris en faux contre cette allégation qui voudrait que la plupart des populations de la région sont favorables à la secte islamiste Boko Haram. J'en veux pour preuve simplement les comités de vigilance qui s'organisent par milliers, sans armes, sans rien, qui auprès des forces vont aller les combattre. Nous avons une banque de données de la part des chefs traditionnels, des leaders religieux, de toutes les populations qui nous disent où ils sont et comment ils font. Parfois, c'est les pères des familles qui dénoncent leurs enfants. Vous avez vu, on a perdu des membres des comités de vigilance. Il y a des milliers d'enfants qui sont sans père, les veuves, les orphelins. Comment dire que tous ceux-là soutiennent Boko Haram? Je crois qu'il y a, ça c'est, à mon sens, c'est méconnaître la réalité. La réalité. Les chefs ont abandonné leur village, carrément. Ils vivent en exil. Les activités agro-pastorales, économiques sont arrêtées complètement. Les écoles sont fermées. Ça arrange qui? On a 200 quelques mille de déplacés internes dans leur pays. Je ne parle pas des réfugiés. Qu'est-ce qu'ils gagnent auprès de cette secte? Ces 2 dernières années, la secte Boko Haram a essuyé de cuisants revers de la part des forces de défense camerounaises et nigérianes et s'est ainsi retrouvé fortement affaibli. Mais le groupe terroriste n'abdique pas pour autant. Incapable de tenir face aux forces sur le terrain, le groupe a modifié son mode opératoire et procède de plus aujourd'hui par infiltration au sein de la population pour des attentats kamikazes et par la pose d'engins explosifs improvisés. Ce nouveau mode opératoire, qui impose une vigilance de tous les instants, rend la collaboration des populations indispensable. Cependant, si la grande majorité des villages ont compris la nécessité vitale de collaborer avec les forces de défense, certains sont encore en marge de cette stratégie par peur de représailles et le payent parfois au prix fort. C'est le cas de Goudéry, localité située à environ 8 km de Kolofata dans le Mayo-Sava, où 11 personnes ont été égorgées par les combattants de Boko Haram dans la nuit du 29 octobre dernier. Cette opération de la secte serait des représailles suite à une opération menée la veille par les éléments de l'armée camerounaise. Il faut d'abord retenir que Goudéry est un village berge. Depuis que nous menons des activités de ratissage dans ce village, on leur a demandé de mettre en place un comité de vigilance. Voici Émergence, PC Émergence 4. Ils peuvent témoigner. Les ressortissants de ce village ont toujours refusé fournir, mettre en place un comité de vigilance. D'un. De deux, aucune collaboration entre les forces et nous. Alors qu'ils auraient pu gagner en se mettant de notre côté que de se mettre du côté de l'ennemi. La preuve, c'est que l'ennemi, l'OPFOR, est entré discrètement, je le répète encore, discrètement, sans tirer un seul coup de feu pour attirer l'attention des forces qui étaient proches à Cordo, venir commettre leur macabre besoin et repartir tranquillement. Est-ce que vous savez que c'est au petit matin que nous avons été renseignés? Ça veut donc dire que cette population, la population de ce village, est sur une ligne qui ne tient pas avec les forces. Il faut se poser des questions. Ils ont intérêt à collaborer avec les forces qui peuvent
si quelqu'un, pendant qu'on avait égorgé la première personne, avait pris son téléphone pour appeler à Kolofata ou bien machin, que nous avons été encerclés, il y a des assaillants qui nous prennent en otage ici, corps doré, tout de suite intervenu. Et le résultat ne serait pas, corps d'armée, chef d'état-major des armées, d'autoriser une opération transfrontalière camerounaise en territoire nigérian. Donc nous croisons nos deux états-majors à travers ces deux interfaces, parce que nous aussi au Nigeria, nous avons le même répondant, c'est-à-dire on a un officier colonel, officier de liaison auprès de l'opération Lafiadolé. Je dis ça pour que vous mesurez quel est le niveau d'interopérabilité des deux opérations, tel que voulu par nos autorités politiques. Comme on peut le voir, ces prisonniers sont jeunes, à peine sortis de l'adolescence. Pour Boko Haram, ils servent entre autres d'éclaireurs, d'agents de ravitaillement, mais aussi de boucliers humains. Ils ont été interpellés à la suite de différentes opérations de ratissage menées par les hommes de l'opération Alpha. Nous sommes ici à Amchide devant le camp militaire du Bir et nous sommes venus transférer ces combattants Boko Haram qui ont été récemment interpellés sur le terrain à nos amis de la force armée nigériane de Banki. Une partie de ces combattants a été interpellée lors d'une incursion, la dernière incursion qui a eu lieu à la localité camerounaise de Goudéry, à 2 km de la frontière avec le Nigeria. Et à la suite de l'intervention des forces de l'opération Alpha, certains naturellement ont pu s'échapper, mais d'autres ont pu être interpellés par nos forces et ils font partie de cela. D'autres étaient interpellés lors d'une opération de ravitaillement logistique de Boko Haram à Kolofata et une de nos embuscades a permis de les intercepter pendant leur repli. Le transfert de ces prisonniers obéit au respect du droit international humanitaire et aux règles de comportement et d'engagement auxquelles les soldats sont soumis. Ils seront remis à la justice nigériane et seront jugés selon les lois en vigueur dans leur pays. La procédure se déroule conformément aux règles qui sont prévues par le code de procédure pénale. Et moi je crois que au rang de ces différentes dispositions qui encadrent la procédure et qui sont contenues dans le code de procédure pénale, nous avons le principe de la présomption d'innocence qui doit en tout temps prévaloir. La présomption d'innocence qui, en même temps, a son corollaire que nous connaissons, dit que le droit de la défense, qui est un droit sacré. Nous quittons Kolofata et son calme apparent pour nous rendre dans une zone encore fortement conflictuelle, tenue, elle, par les forces de l'opération Émergence 4. L'axe que nous allons emprunter, reliant Mozogo à Gousdavriket, est réputé être l'un des plus dangereux et pour cause, plusieurs soldats y ont laissé la vie. Soucieux de notre sécurité, le chef de bataillon Vivien Mongapse, qui tient cette base, nous enjoint d'abandonner nos véhicules considérés comme légers et vulnérables en cas d'attaque. Nous parcourrons l'itinéraire à bord de 2 véhicules blindés pour un parcours du combattant qui vous conduit à ce que les soldats eux-mêmes appellent l'enfer. À partir de notre niveau, tel que vous avez vu, ça c'est l'axe qui a été miné depuis 2000 jusqu'à 2016. Personne n'utilisait, c'est tout récemment qu'on a pu encore ouvrir l'axe et on la pratique déjà parce qu'on a perdu plus de 8 BJ sur cet axe. Les 2 que vous avez trouvés là sont les dernières qui seront tombés sur les explosifs. Perdu au milieu de nulle part, Gousdavriket est pourtant stratégique dans le dispositif de défense de l'opération Émergence 4. En effet, derrière ces collines sont tapis des centaines de combattants de Boko Haram qui observent les mouvements des troupes camerounaises et planifient ainsi leurs attaques, des embuscades et la pose d'engins explosifs improvisés. Nous sommes ici à Gousdavriket, poste de détachement 42e BIM. Oui, dernier poste qui fait face au groupe rebelle Boko Haram, qui sont juste derrière nous dans les monts. Donc vous allez matérialiser plus tard. Le sommet là, ça c'est déjà le Nigeria, tel que vous voyez là. Mais les sommets que vous voyez, juste devant nous là, oui, c'est occupé par les Boko Haram. Et comme c'est déjà le Nigeria, sans l'autorisation, nous ne pouvons pas y aller. Bon, on défend fermement notre frontière et on attend, lorsqu'il y a attaque, on reposte sur ce plan-là.
le Cameroun en général n'a jamais entretenu des velléités d'ingérence, hein, que ce soit militaire de toutes sortes. Et là, c'est un peu ce que les forces de défense, nous contentons de défendre le territoire national. Mais je dois vous dire que lorsque on sent qu'il y a des positions ennemies, eh bien, nous faisons ce qu'on appelle des tirs d'anticipation, des tirs offensifs d'anticipation. Et ça se fait souvent, et ça a un profil, je veux dire, dissuasif. Hein, et lorsque ils se rendent compte que, attention, le coin est tenu, et ils s'aventurent très peu ici. C'est pour ça qu'ils ne peuvent que user par des méthodes asymétriques, disséminer des engins explosifs improvisés, ou alors procéder par des incursions de kamikazes. Et vous avez vu un peu la disparité des habitations. Si jamais on vient de l'autre côté de la montagne pour assassiner quelques villageois par pure lâcheté, eh bien, ils peuvent réussir. Mais de plus en plus, on réussit à les contenir. Et je crois que d'ici quelques temps, cette menace sera totalement diluée. C'est ici, à Gousdavriquet, que nous allons réellement prendre le pouls du moral des troupes. En effet, les jeunes soldats que nous trouvons dans cet enfer ont chacun fait de la sauvegarde du territoire national une affaire personnelle. Pour en découdre avec la nébuleuse islamiste, ils sont prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême. Pour nous, c'est de l'amusement. Et quand il ne vient plus, nous on n'est plus même contents. On veut qu'il continue à venir et qu'on se sent vraiment vif parce que on se dit l'homme se sent plus à l'aise quand il met en jeu franchement ce qu'il apprend. Nous on a appris à tirer et à abattre le Boko Haram. Donc, on est là pour eux. C'est pas ça. Les incursions se font de plus en plus rares. Les attaques kamikazes sont limitées aux seules victimes que sont les kamikazes elles-mêmes. Nous agissons aussi dans un cadre interallié. Nous agissons en mutualisant nos moyens avec les forces nigérianes. D'autres sont même venus au temps fort de la crise égorger leurs parents parce que leurs parents refusaient de les suivre dans leur idéologie. On est là pour eux. C'est pas ça, les gars? C'est ça, c'est ça. D'accord. Donc, nous, on est là pour eux, nez à nez. Il y a 3 ans, sur le perron de l'Élysée en France, le président Paul Biya du Cameroun déclarait la guerre à la secte islamiste Boko Haram, engageant ainsi ses troupes aux côtés de celles du Tchad, du Niger et du Nigeria, dans une guerre dont les victimes vont se compter par milliers aussi bien du côté civil que du côté militaire. 3 ans plus tard, Vox Africa a choisi de partir sur la ligne de front pour s'enquérir de l'état de la situation actuelle sur le front et bien entendu du moral des troupes des nations engagées dans la guerre. 3 opérations sont en cours actuellement dans l'extrême nord camerounais. L'opération OPS Alpha menée par le bataillon d'intervention rapide des forces camerounaises, l'opération Émergence 4 et bien sûr la force multinationale mixte. Aéroport de Marwa-Salak. L'hélicoptère Mi-17 de l'armée camerounaise, avec à son bord une mission conduite par le colonel Didier Badjek, chef de la division communication du ministère camerounais de la Défense, décolle de l'aéroport de Marwa-Salak à destination de Kolofata, l'une des villes considérées comme martyrs dans la guerre contre la secte islamiste Boko Haram. À bord de l'hélicoptère, en plus du colonel Badjek, 2 autres officiers supérieurs de l'état-major de la 4e région militaire interarmée et le major Marcus de l'armée nigériane. Ce dernier est un officier de liaison car, faut-il le rappeler, la guerre contre Boko Haram est menée par une coalition formée par le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria. La zone d'atterrissage à Kolofata est quadrillée par les hommes de l'opération Alpha. Le périmètre est fortement sécurisé car même si la situation est sous contrôle, les unités maintiennent un niveau d'alerte maximum. Ici, même si on l'annonce fortement affaiblie, la secte islamiste continue à mener des incursions dans la localité et change continuellement de mode opératoire. Aujourd'hui, la plus grosse menace se décline en attentats kamikazes et en la pose d'engins explosifs improvisés.
Sous bonne escorte, le cortège prend la direction du centre-ville. La vie ici semble reprendre son cours normal et l'activité économique renaît petit à petit. Les populations qui dans la grande majorité avaient déserté la ville sont de retour, rassurées par la forte présence des hommes de l'opération Alpha. La situation aujourd'hui est complètement opposée à celle qui prévalait ici à la même période l'année dernière. Nous sommes rentrés ici parce que j'espère que le problème est déjà soulagé. Bon, c'est pour cela que nous sommes rentrés dans notre village. Oui. On a ramené l'établissement, on est venu reprendre l'école ici. On est rentré cette année. À quelques mètres, le lycée de Kolofata reprend vie. En cette fin d'après-midi, quelques élèves de terminale bouclent un exercice de mathématiques. Comme la ville, le lycée avait été déserté. Craignant les exactions de la secte, parents et élèves s'étaient alors réfugiés à Moura, à près de 600 km d'ici. Oui, ici on était à Kolofata en 2015 et dès que l'insécurité, selon le problème du Boko Haram, on a quitté Kolofata pour aller continuer les études à Moura. Et plus tard, après quelques années, 2 ans et poussière, et nous sommes revenus. Depuis qu'on est revenu ici, on n'a plus de soucis, on fréquente bien comme les autres. Et selon même le programme, on est presque au même pied d'égalité que certains qui sont dans l'autre côté du Cameroun. La présence des forces de l'opération Alpha qui y ont établi une base est la principale raison du retour de ces populations. Aujourd'hui, cette présence se traduit par un quadrillage de la ville et des patrouilles systématiques quasiment 24 heures sur 24. En plus, la ville, comme toute la zone chrysogène d'ailleurs, est désormais protégée par une tranchée d'une largeur de 3 mètres pour 4 mètres de profondeur. On a su que la sécurité est déjà à Kolofata parce qu'il n'y avait plus les attentats et il y avait assez des armées. Donc, comme on n'entendait plus de coups de fusil, on est donc revenu. C'est la présence des armées aussi qui nous a fait revenir ici. Et nous sommes vraiment fiers de leur présence. Et moi, quant à moi, on n'a même pas de soucis. Ils viennent seulement faire le tour. On le voit passer à faire aller-retour chaque matin et chaque soir. On est revenu ici depuis la rentrée. Et quant à moi, je suis revenu avant même la rentrée ici à Kolofata. Depuis la rentrée, rien ne s'est passé qui puisse empêcher les élèves de venir à l'école. Donc l'administration et l'armée ont pris suffisamment. Si rien ne s'est passé, c'est parce qu'ils sont présents. Et même s'ils ne sont pas tout le temps là, mais les choses s'arrangent. Aujourd'hui, le délégué régional des enseignements secondaires était au milieu de nous. Il les a rassurés aussi. Et l'armée qui est là tous les jours nous rassure aussi. Nous pensons que les choses vont aller. Mais la question pour ces élèves, restés longtemps loin des bancs, est celle de la remise à niveau. Certains d'entre eux devront en effet affronter à la fin de l'année les examens nationaux, mais le proviseur se veut rassurant. Pédagogiquement, c'est possible. Ça se fait de façon progressive. Avant de commencer une leçon, on fait d'abord, on remet en place les prérequis, c'est-à-dire les leçons qui n'ont pas été bien suivies. Puisque l'enseignement, c'est une continuité. On remet en place les prérequis et ça permet aux élèves de comprendre les leçons de l'année en cours. Après Kolofata et toujours sous bonne escorte, nous prenons la direction de Amchidé, une autre ville qui a fortement payé le prix fort dans cette guerre. Comme à Kolofata, les populations ici aussi avaient déserté la ville. We are always in touch. If there's anything that is happening around the border area, we are always in contact. As I said, we have been planning operations together. Even last week, troops of 152 Battalion in Banki conducted a joint operation with your troops in Moura. Cette riposte globale permet de cerner efficacement la menace, car contrairement à ce qu'on pourrait être tenté de croire, Boko Haram est une organisation plutôt bien structurée, aussi bien sur le plan logistique que tactique. Qui ont suivi, qui sont partis dans Boko Haram pour combattre, soit pour être, qui ont été recrutés par Boko Haram. Il y a plusieurs emplois. Et ça, je voulais vous dire, il y a des hommes de corvée, il y a des vrais combattants, il y a des marabouts, il y a des féticheurs, mais surtout, il y a des pourvoyeurs logistiques. Il y a plusieurs métiers dans BH.
et qui sont des métiers de combat. Je souhaiterais que vous compreniez, ce n'est pas un truc, c'est pas un bloc, c'est pas monolithique. Donc, leur valeur au combat dépend justement de l'intégration de ces capacités-là. Les capacités logistiques, tout comme une armée, des capacités de renseignement, tout comme une armée, des capacités d'attrition, c'est-à-dire ayant des forces capables de porter un coup, tout comme une armée, mais ils ont aussi des unités spéciales. Parce que, qu'est-ce qu'un kamikaze qu'une unité spéciale? Qu'est-ce qu'un poseur d'engins explosifs? C'est des forces qu'on peut qualifier de spéciales, entre guillemets. Je souhaiterais que vous gardiez cette armature et cette structure de Boko Haram en ce qui concerne son ordre de bataille, comme on dit dans l'armée. Boko Haram a un ordre de bataille qu'il faut bien cerner pour pouvoir comprendre après ce que je veux vous dire, que nous agissons en combinant l'action militaire, mais aussi des actions militaires d'influence dans la profondeur de Boko Haram. Question d'arriver à désarmer moralement les Boko Haram. Parce qu'ils ont des ressorts idéologiques, ils ont des ressorts financiers sur lesquels nous pouvons agir en multiplication des actions sur leurs ressources matérielles, c'est-à-dire armes, positions de combat et autres. Nous sommes ici au camp de base de l'opération Alpha à Kolofata. Les hommes se préparent pour une opération très spéciale. Sous la conduite de leur chef, le lieutenant-colonel Francis Nkoila, commandant Bir Sud, ils vont procéder au transfèrement à l'armée nigériane d'une dizaine de combattants nigérians de Boko Haram, interpellés lors de différentes opérations. Le jeune et brillant officier est rompu à ce type d'opération. Nous allons à une mission de patrouille de routine. Malgré que nous soyons en train d'entrer progressivement dans la phase de la stabilisation, il est quand même important que nous maintenions notre présence sur le terrain, de manière à rassurer d'abord la population, de manière à continuer à dissuader l'ennemi à vouloir disposer de notre zone d'action en toute liberté. Même si la situation est sous contrôle, l'officier et ses hommes ne se fient pas au calme apparent et l'opération va se dérouler sous vigilance maximale. Même si la zone semble pacifiée, les soldats, eux, savent que la menace n'est pas complètement écartée et que le danger peut surgir à tout moment. Ils se préparent en conséquence. Nous avons, pour le moment où je vous parle, une intervention de l'opération Alpha qui est non loin de la frontière, qui est descendue il y a 1 heure environ pour courir après Boko Haram qui a tenté une incursion dans la localité de Goudéry. Il y a eu un fort bilan. Nous pensons que la guerre n'est pas terminée. Il y a le phénomène de reddition qui a cours, mais au même moment nous restons vigilants pour ne pas être surpris par l'ennemi. L'escorte est à la hauteur de la prudence de l'officier. Un blindé ouvrant la voie pour parer à un éventuel engin explosif sur l'itinéraire, le lieutenant-colonel Nkoila et ses hommes prennent la route de Amchidé où ils feront jonction avec leurs homologues nigérians pour le transfert des prisonniers. Une fois sur le site et que le périmètre est sécurisé, le transfert peut s'effectuer, mais la tension est palpable et les soldats sont en état d'alerte maximale. C'est le major Marcus, Olivier de liaison nigériane, détaché auprès du commandant de la 4e région militaire qui réceptionne des prisonniers. Il faut noter que ce type d'échange est récurrent entre les deux armées, matérialisant ainsi la franche collaboration entre les deux pays. They are coming from headquarters 152 battalion in Banki. They came here to see what you are here for and at the same time to interact with their counterpart. We have been carrying out both ground operation, air operation. We join forces together, equipment together to conduct offensive action against Boko Haram, both in Nigerian soil and on Cameroon soil. Le colonel a la charge de coordonner nos deux opérations
tant au niveau des partages du renseignement qu'au niveau, j'allais dire, du séquençage des opérations, en territoire camerounais qu'en territoire nigérian. Il n'y a aucune limite entre nos deux opérations. Elles sont franchement ouvertes et il est capable tout de suite de toucher le général des divisions nigérians en charge des opérations, soit pour dire est-ce que tel groupe ou tel objectif aperçu, l'identification est-elle camerounaise ou nigériane, ou alors cet objectif est-il ennemi? Excusez-moi. C'est pareil. De notre côté, je suis capable de demander au général de